il y a un sujet que je discute souvent avec beaucoup de femmes autour de moi, puis c'est l'impact du cycle menstruel sur notre performance, la nutrition aussi dans le monde du sport. Puis aujourd'hui, on en discute avec une personne et une athlète extraordinaire, Elissa Legault. Elissa, elle a commencé la course à pied à seulement 9 ans, puis elle a commencé ensuite la longue distance à 17 ans. Elle a atteint des chronos absolument incroyable. On parle de 1h11 sur le demi-marathon et de 2h33 et quelques secondes, en fait, sur le marathon. C'est des temps qui me semblent inimaginables. Puis aujourd'hui, elle vient sur le podcast Uméa pour parler, en fait, d'une expérience qu'elle a vécue qui est assez différente de ses accomplissements sportifs. Une discussion vraiment transparente sur l'impact d'un diagnostic qu'elle a eu, le REDS, donc je vais y arriver, Relative Energy Deficiency in Sport. Normalement, je suis capable de le dire, mais là, pour une raison que j'ignore, ça voulait pas sortir. Puis, ce diagnostic-là lui a amené le diagnostic aussi d'une fracture de stress au sacrum. Ça l'a amené à l'arrêt de la course à pied. Puis, une profonde réflexion aussi autour de la nutrition et c'est quoi que d'être une athlète en santé. Elle a appris au cours du processus beaucoup sur, justement, le cycle menstruel chez les femmes. Elle avait perdu son cycle pendant un bon moment en raison du stérilet, mais aussi en raison du sport de haute performance. Donc, elle vient ici au podcast pour expliquer tout ça, vulgariser tout ça, décortiquer un peu le processus qui l'a mené à se relancer très prochainement sur le marathon de Valence. Puis, c'est une discussion très honnête, authentique, où est-ce que je partage aussi mon expérience en tant que femme qui jongle un petit peu là-dedans. Notre objectif, c'est conscientiser au maximum les femmes, puis aussi peut-être améliorer le discours. L'épisode n'est pas seulement adressé aux femmes qui nous écoutent, mais aussi aux hommes pour qu'ils comprennent. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Moi, je ressors de cet épisode absolument inspirée et motivée d'aller faire mon training, de m'alimenter pendant mon training, puis d'écouter mes signaux. Donc, voilà. Bonne écoute. Merci, Elissa, d'être là avec moi. Merci de me recevoir. T'en as fait beaucoup des podcasts quand même. En fait, t'en as fait quelques-uns, mais aujourd'hui, on avait comme des sujets en particulier qu'on souhaitait discuter, qu'on souhaitait aborder, démocratiser, si on peut dire. Oui. Puis, mais mettons, avant de rentrer dans le sujet, si tu peux juste me dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore. Okay. Donc, Elissa Legault, je suis coureuse et coach de course à pied. Je cours dans le fond depuis que j'ai l'âge de 9 ans, donc ça fait vraiment longtemps que la course à pied est dans ma vie. Puis, de fil en aiguille, en fait, là, j'ai commencé les courses plus de longue distance, si je peux dire. Pour toi, c'est peut-être, ça reste encore non, mais... je veux dire, mettons, demi-marathon, j'ai commencé à l'université, puis j'ai eu la piqûre pour tout ce qui était comme longue distance dans ma définition à moi. Puis voilà, j'ai fait un marathon ensuite. Je pense que le premier, ça a été en 2017. Puis j'ai toujours couru. Oui, tu sais, j'ai un côté de moi compétitive, mais beaucoup envers moi-même. Fait que ça a toujours été un dépassement de moi, puis de voir un peu ce que j'étais capable de faire, puis de repousser mes limites à moi avec les temps puis les entraînements que je faisais. Donc, voilà. Puis j'ai parti aussi ma compagnie de coaching en avril 2024. Fait que ça fait un petit peu plus qu'1 an maintenant. Puis j'encadre un peu plus que 80 personnes là, maintenant. C'est fou, ouais. 80 personnes. Est-ce que tu es la seule coach? Récemment, je trouve ça drôle de dire engagé, là, mais j'ai deux coachs qui travaillent avec moi. Ah, wow. J'ai, en parallèle, mon beau-frère et ma soeur qui sont deux triathlètes qui ont été aux Olympiques, qui font plus le volet triathlon parce que j'avais des demandes, puis moi, je me sentais pas à l'aise de coacher du triathlon. Puis récemment, j'ai aussi engagé Ariane, qui est une autre coach de course à pied, parce que j'avais comme un peu trop de demandes.
Puis mon coaching a toujours été personnalisé, puis je trouvais que là, j'ai de la misère à dire non, fait que si je continuais à accepter des gens, mais je perdais un petit peu la personnalisation du coaching, ou ben c'est que je manquais de temps pour offrir le service que je voulais. Là. Ah, c'est clair. Puis c'est ça que tu fais à temps plein, être coach puis athlète, là, on s'entend. Hey, c'est fou, félicitations. C'est quand même vraiment hot. Puis, fait que ton amour pour le marathon est né quand même assez récemment, là, si on peut dire. C'est pas hier, mais en même temps, ça fait pas 15 ans que tu fais du marathon non plus. Puis, t'as quand même performé à très, très haut niveau. Là, si on peut donner tes chiffres, je vais pas les dire à ta place, mais c'est quand même des temps remarquables. Mon meilleur temps au marathon, c'est 2h33. Demi-marathon, 1h11. Donc, je sais pas entre les deux quel que je suis plus fière, mais c'est deux performances que je suis contente d'avoir faites. C'est extraordinaire. Puis c'était à quel marathon? Marathon d'Ottawa. Qui est quand même vraiment... tu sais, il y a du dénivelé là, dans le marathon d'Ottawa. Il fait chaud aussi par moment. Fait que, wow, trop... Ouais. Non, c'était une bonne journée. Puis aujourd'hui, dans quel état on te retrouve? Parce que tu as quand même eu un cheminement... c'est ça. Si tu veux en parler un petit peu brièvement de ton cheminement, puis aussi dans quel état on te retrouve aujourd'hui, puis après ça, on partira sur nos sujets un petit peu plus crunchy. Oui, c'est une histoire un petit peu plus... comme tout le monde, là, que on apprend de nos expériences et tout. Après le marathon d'Ottawa, j'ai eu la chance de représenter le Canada au championnat du monde pour la distance marathon. Puis c'est un peu à partir de là qu'il y a une boule qui s'est formée, puis que ça a déboulé beaucoup rapidement. Les gens me disaient tu pourrais participer aux Jeux olympiques de Paris. Puis ça a fait beaucoup de pression externe. Puis j'étais très... Tu sais, je suis reconnaissante d'avoir cette pression-là parce que c'est le fun de voir que les gens croient en ton potentiel. Par contre, je pense qu'à ce moment-là, je n'étais pas équipée pour gérer un peu cette pression-là externe. Puis je suis quelqu'un qui aime plaire. Fait que je voulais vraiment comme dire, tu sais, j'ai fait ces performances-là, on s'attend de moi ça. Fait qu'il faut que je me rende là. Ouais. Puis c'était quand même rapide comme le niveau que ça prenait pour aller aux Jeux olympiques de Paris. C'était quoi le timeline, mettons? Ottawa est en 2022. Fait que c'était 2 ans avant les Jeux. Fait que c'est ça. Tu sais, le temps que comme tout ce processus-là se fasse, à l'automne 2022, j'ai commencé à dire, OK, je vais m'essayer. La fenêtre de qualification pour les Jeux ouvrait en janvier 2023. OK. Fait à partir de là, j'ai essayé de faire des performances pour me qualifier. J'ai changé d'entraîneur pour avoir un entraîneur qui connaissait un petit peu plus ce niveau-là et les critères que ça prenait, les types de courses qui étaient préférables à faire pour les classements. Puis lui, quand je l'ai rencontré, je lui avais énoncé mon désir de me rendre aux Jeux olympiques. Donc, je pense que moi, le premier changement dans ma vie de coureuse, ça a été l'intensité de mes entraînements qui ont vraiment augmenté, tout en gardant le même volume de course qui était quand même élevé pour une femme. Je pouvais facilement courir avec une moyenne de 160, 170 km par semaine. C'est cool. Avec de l'intensité. Oui, là-dedans. avec 2 bonnes séances d'intensité. Donc, je pense que ça a été un début de ce qui a suivi, en fait. Là, le changement s'est fait en janvier 2023. Puis à l'été 2023, j'ai eu ma première blessure de coureuse. En fait, j'avais jamais vraiment été blessée au point de devoir arrêter de courir. Juste des petites tensions, puis que tu arrêtes une journée, mettons, puis ça se règle. Puis j'ai eu une blessure au tendon d'Achille. Donc, à ce moment-là, j'avais été nommée sur l'équipe des championnats du monde une 2e année consécutive, mais j'ai dû me retirer, en fait, pour cette blessure-là. Ça a été un gros coup. Dur, là. J'ai tout essayé, honnêtement. Je faisais tous mes entraînements sur l'elliptique pendant un moment, mais quand t'es blessé, le corps a besoin de repos aussi. Puis là, je demandais une trop grande charge pour qu'il soit capable de récupérer. Donc, je me suis retirée de l'équipe. À ce moment-là, tu avais en tête les Jeux aussi? Oui. OK. Fait que c'est encore plus... Genre, j'imagine que les championnats étaient vraiment importants aussi dans ta préparation, ou du moins, peut-être pas, là, mais... Oui. C'était important dans le sens... avec mon coach, on avait ciblé le marathon de Berlin pour faire une bonne performance au niveau de temps. Okay. Mais j'étais la première remplaçante sur l'équipe, puis une des filles qui s'est retirée de l'équipe. Donc, ils m'ont appelé savoir si je voulais faire l'équipe, puis tu refuses jamais une équipe nationale. C'est sûr. Même si c'était à Budapest au mois d'août, puis qu'il allait faire 30 degrés, puis c'est ce qu'il a fait. Puis les performances, les temps étaient pas bons. Fait que ça nuit aux athlètes.
pour le classement, dans le fond, mondial, puis les points que ça prend. Mais c'est une décision, puis en même temps, tu sais jamais si tu vas te rendre au jeu, fait que ça te donne une opportunité de plus de faire une équipe nationale. Fait que j'avais accepté. Puis il me restait quand même du temps. Là, j'avais jusqu'à mai 2024 pour faire un autre marathon puis performer, en fait. Là. Fait que c'était un risque que tu étais prête à prendre. Oui, parce que j'avais aimé mon expérience. Puis à l'inverse, celui que j'avais participé, en fait, c'était 7 semaines après Ottawa. Fait que le temps de récupérer du marathon, j'ai eu la COVID 2 semaines avant le marathon des championnats du monde. Fait que j'étais là comme pion un peu, puis pas comme compétitrice. Donc, avec la forme que j'avais pris un an après, je voulais compétitionner et non juste être là pour courir le marathon des championnats du monde. Ouais. Donc, c'est sûr que ça a été difficile à ce niveau-là aussi de devoir refuser l'équipe. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que j'ai guéri mon tendon d'Achille. Puis, ça nous mène peut-être mi-août 2023. Puis ça a pris 1 mois et demi, en fait. J'ai repris l'entraînement. Puis début octobre, j'ai fait une grosse séance en vue du marathon de Valence, que je voulais aller faire une performance pour ma qualification. Puis octobre 2023, je fais mon gros entraînement. Je termine, je change mes souliers pour aller faire mon cool-down. Puis je sens une petite tension dans ma fesse, mais c'était une journée chaude d'octobre. Puis je sentais que je commençais à avoir des crampes dans le ventre et tout. Fait que j'étais comme, ça doit être de la déshydratation. Puis plus j'avançais dans mon cool-down, plus ma crampe dans mon fessier en haut devenait importante. Mais je me suis pas tant questionnée. Puis c'est ça. Là, en fin de journée, en fait, là, la douleur a été énorme. Puis à ce moment-là, j'ai cru pendant quelques semaines que c'était mon sacro-iliaque qui était coincé. Puis finalement, j'ai passé un IRM. C'était une fracture de stress de grade 4, qui est comme c'est le plus gros, le plus haut, ouais. Oh là là, pauvre toi, sérieux, quand même dur. Puis là, ça t'a pris du temps en plus à savoir que c'est ça. Exact. Parce ça a été quoi? Ben, c'est que le chiro pensait en fait que c'est des fractures de stress qui sont plus rares, si on peut dire, parce que l'os du bassin, c'est un gros os. Puis il y a souvent quelque chose qui va flancher avant ton os. Fait que lui, il pensait pas nécessairement que c'était ça. Puis voilà, excuse-moi, c'était quoi ta question? Ben non, mais continue en fait, parce que je me disais, ça a été quoi le diagnostic à ce moment-là? C'était quoi la source en fait qui disait de ta fracture de stress? Parce que il y a beaucoup de personnes qui savent pas c'est quoi une fracture de stress, mettons. Mais fracture de stress, si je comprends bien, c'est créé par le stress. Ton os va littéralement se fracturer. Puis c'est pas parce que tu as vécu un choc quelconque. C'est pas parce que... En tout cas, j'imagine qu'il y a eu un gros diagnostic aussi qui a été posé par rapport à ça, que tu peux peut-être nous en glisser un petit mot. Oui, exactement. En fait, c'était causé par le REDS, fait que dans le fond, Relative Energy Deficiency in Sport, qui est dans le fond, au final, on résume ça en gros par un déficit énergétique. Fait que dans le fond, je mangeais pas suffisamment pour l'énergie que je dépensais à l'entraînement. De mon côté, c'était pas volontaire. En fait, là, c'était simplement... Quand tu penses que tu cours, mettons, 160 à 180 km par semaine, c'est beaucoup de calories dépensées. Puis, on le sait, dans le fond, la course à pied, plus c'est long, plus c'est intense, mais ça coupe l'appétit. Puis, j'avais tendance à écouter beaucoup mes signaux de faim. J'étais beaucoup intuitive, en fait, sur mon alimentation, mais cette intuition, merci, dans le fond, était pas bonne pour une coureuse d'endurance du niveau, en fait, que j'avais, étant donné que il faut plus. Là. Exact. Puis, tu sais, il y avait de l'intensité en plus aussi. Oui, exact. Tu sais, courir en zone 1, premièrement, c'est déjà comme un gros effort, mais comme si tu rentres de l'intensité à travers ça aussi, tu sais, t'as constamment besoin d'énergie, là. Oui. Fait que toi, tu te reposais un petit peu plus sur ton intuition, finalement, ça a été un petit peu trop peur. Oui, surtout, là, après, il y a eu un long processus, mais entre autres, j'ai consulté une nutritionniste qui m'a fait, parce que en fait, on me disait, il faut que tu manges plus. Mais moi, c'est quoi manger plus? J'ai besoin, à la base, j'ai étudié en comptabilité, donc je suis très cartésienne. Puis j'ai dit, c'est quoi manger plus? Fais-moi un plan. Je veux pas que ça devienne obsessif, mais pour l'instant, j'ai besoin de comprendre c'est quoi manger plus pour le niveau d'entraînement que je fais.
Parce que ça peut faire peur manger plus aussi quand on est un coureur, puis qu'on se fait dire depuis toujours que notre poids est important. Je sais pas si c'est quelque chose que tu te faisais dire, là, mais tu sais, des fois, les gens, ils se permettent d'émettre des commentaires sur le corps qu'on devrait avoir en tant que coureur ou le poids, comme quoi il est important pour performer. Des propos qui sont pas nécessaires, mais en même temps, ça a quand même des fois ça crée des arrière-pensées peut-être aussi dans nos comportements. Là. Oui. Ben, c'est sûr que, tu sais, je pense qu'on part de loin aussi avec cette pensée-là. Je pense beaucoup qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont parler dans l'autre sens, puis c'est bien. Je pense encore qu'il y a des mythes à défaire puis des croyances à défaire. Mais en effet, tu sais, je m'étais jamais questionnée. Mon poids à moi, tu sais, si j'y repense, a juste légèrement diminué d'année en année sans que ça soit drastique. Ça aurait pu être normal ou dans le sens... La balance t'indique peu, en fait, au final, Exact. parce que c'est pas... Tu sais, chaque personne a un poids santé différent, puis un corps différent aussi qui a des besoins différents. Donc, de me faire dire ça, moi, je l'ai vu positivement, en fait, pour mon entraînement. C'est sûr que je te cacherai pas, là, quand j'ai eu ma fracture de stress au début, j'avais pas le droit de rien faire comme sport, puis je pouvais même pas marcher mon chien. Donc, c'était à ce point-là. Parce que le bassin, tu peux pas l'immobiliser comme un pied que tu peux mettre dans une botte. Donc, c'est sûr que, veux pas, ben, mon corps a changé, j'ai pris du poids, j'ai pris du gras, j'ai perdu du muscle. Puis, après, j'ai commencé le triathlon, en fait, que j'ai fait pendant mettons, janvier à septembre 2024. Puis encore là, c'est un sport différent. Fait que, mon corps a beaucoup changé. Fait que c'est sûr que c'était difficile de voir un peu tous ces changements-là puis de les accepter. Mais en même temps, moi, ma motivation, puis j'ai eu je pense que si j'ai pas fait une dépression, j'ai passé proche de ne pas être capable de faire de sport puis d'être privée de courir. En fait, c'est ce que j'aime le plus. Fait que je me disais, si c'est de manger plus qui va me permettre de courir, ben en fait, moi, je le prends puis ça me dérange pas. Là. C'est pas parce que j'ai 5 livres de plus que ça va me déranger au final. Là. Si je peux courir à chaque jour puis que je suis capable de le faire puis que je sois pas blessée, moi, c'était ça ma motivation. Tu as choisi sûrement genre de te définir plus que par ton poids puis ton apparence que par qu'est-ce que ton corps est capable de faire. Est-ce que ton corps il peut réaliser sa passion? Oui, OK, parfait, on y va, là, tu sais. C'est ça. Puis ce qui est intéressant, j'ai repris l'entraînement de façon plus sérieuse, en fait, en octobre 2024 avec un nouvel entraîneur à Québec. Puis, j'ai fait un premier demi-marathon en février puis un deuxième en mars. Puis, j'ai fait les mêmes temps ou à quelques secondes près que juste avant ma blessure, avec 10 livres de plus. Ah, OK, bon. Tu vois, c'est comme... Tu sais, à quel point c'est des misconceptions... Ben, je sais pas si c'est des fausses croyances. Je suis pas spécialiste là-dedans, là, mais j'ai tellement l'impression que notre corps, il performe selon ce qu'on est, là. Puis... Oui. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est plus lourd. Fait que logiquement, c'est sûr que c'est plus difficile à déplacer. Par contre, si ton corps manque d'énergie, dans le sport d'endurance, à un certain point, ça marchera pas. Là. Exact. Puis, fait que c'est quand même des gros apprentissages. Est-ce que tu as trouvé ça dur comme période, comme, ben, tu sais, mentale? Puis, tu sais, à quel point, mettons, ces pensées-là ou ces questionnements-là t'affectaient au day-to-day? Est-ce que tu étais capable de passer au travers et d'être vraiment objective, justement, cartésienne, comptable? On laisse ça de côté. Tu veux dire quand j'ai eu mon diagnostic de fracture? Ou? Non, plus quand ton corps a commencé à changer puis que tu avais la chance de reprendre le sport quand même, mais reste que, tu sais, il y avait des ajustements, plus de intake au niveau nutrition puis tout ça. Oui. Ben, j'ai eu la chance j'ai trouvé une coach de triathlon sur Internet qui est basée aux États-Unis. Puis elle avait vécu, dans le fond, 2 fractures de stress. Elle avait passé par le REDS aussi. Donc, je trouvais ça intéressant de travailler avec elle. Puis c'est la première fois que j'avais une coach femme. Donc, je trouvais intéressant aussi d'essayer ça.
Puis c'est elle qui m'a beaucoup aidée, là. J'avais Training Peaks, puis dans mon Training Peaks, les grosses journées d'entraînement, elle me disait, bon, ben, je veux que tu atteignes ça en glucides le matin dans ton déjeuner. Puis, tu sais, elle me donnait des gros guidelines, puis elle m'encourageait vraiment à manger le plus possible sur mes séances. Puis, tu sais, elle m'a beaucoup aidée avec ce processus-là au début pour que j'apprenne un peu comment intégrer. Puis, en parallèle, en fait, là, ma nutritionniste, j'ai commencé à travailler avec elle. Ah non, c'est pas vrai. Ça, c'était un an après. Mais oui, au début, ça a été la coach de triathlon. Sauf que, en fait, là, quand j'ai eu ma fracture de stress, puis qu'on m'a parlé de RED-S, puis de santé de la femme, hormones, etc., j'ai décidé, dans le fond, de changer mon stérilet, qui était un stérilet hormonal, pour un stérilet de cuivre, pour essayer d'avoir des menstruations. Puis ça s'est fait peut-être fin octobre 2023. Puis en octobre 2024, j'avais toujours pas eu une goutte de sang qui avait coulé en un an. Puis si, mettons, on remet juste en contexte, là, un des symptômes du RED, c'est le fait de perdre ses règles. Ouais. Puis toi, tu avais un stérilet, fait que tu ne pouvais pas savoir que tu avais perdu tes règles depuis tout ce temps-là, mettons, par exemple. Exactement. Fait que là, la solution, ça a été de retirer le stérilet, puis d'écouter le corps, ben de laisser la chance à ton corps de reprendre ses forces au final pour que tu puisses voir, OK, je me rétablis du RED. C'est un peu ça l'idée ou est-ce qu'on se rétablit d'un RED? Comment ça fonctionne? Oui, on peut se rétablir. C'est très long, en fait. Là. Ça prend des mois, des années, des fois. De mon côté, c'est ça. Fait qu'au début, j'avais quand même un stérilet. Puis après un an, j'ai décidé, bon, mais je veux vraiment tout enlever. Sauf que je suis retournée voir la médecin qui m'avait comme vu quand j'avais ma fracture. Puis elle m'a dit, elle m'a fait passer des prises de sang et tout. Puis il y avait encore des résultats de prise de sang qui indiquaient que j'étais peut-être encore un peu avec le RED-S. Puis là, c'était à savoir est-ce que c'était des conséquences du RED-S il y a un an ou je l'étais encore avec l'entraînement d'endurance que j'ai fait pour le triathlon 70.3. OK. Fait que c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai pris rendez-vous avec la nutritionniste puis que je lui ai demandé un plan vraiment complet puis pas strict, je veux dire, mais plus avec des vrais guidelines. Ouais. Faut que tu manges ça, ça, ça. Puis c'était intéressant parce que j'ai commencé à travailler avec mon nouvel entraîneur de course puis j'avais comme des types de journées. Fait qu'elle dit, bon, mais pour une journée type d'entraînement d'intervalle, pour une journée type d'entraînement de longue sortie, journée de repos, ben ça va ressembler à ça tes journées. Fait que pour moi, j'étais capable de dire, bon, mais c'est ça ma journée, il faut que je mange ça, ça, ça. Ah, t'as-tu été capable de le suivre dès le départ? Genre, t'as-tu été comme du jour au lendemain, je change mon plan nutritionnel puis je le suis, là? Oui, j'étais assez perfectionniste. Fait que c'est sûr que oui. Par contre, ça m'a marqué parce que à ce moment-là, je pense quand j'ai eu mon plan puis j'ai commencé à suivre, j'avais un volume par semaine en kilomètres d'environ peut-être 90-100 kilos. Sauf que je mangeais beaucoup plus que ce que je faisais sur un volume à 160. Fait que ça m'a marqué. Je me suis dit, c'est sûr que j'étais en RED. Comme, il me manquait tellement. Fait que oui, ça a été un apprentissage. Par contre, j'ai fait ça de, mettons, décembre 2024 à... j'ai couru le marathon de Prague en mai dernier. Fait que je l'ai suivi vraiment strict parce que je me disais, je veux me rendre à mon marathon. Puis pour moi, c'est comme si je mange assez, je me blesserai pas. Mm-hmm. Sauf qu'à un certain point, mentalement, ça m'a créé une charge aussi de devoir suivre un plan extrêmement strict. Puis quand le marathon était fini, j'ai eu une semaine de congé de course. Puis là, je me suis dit, bon, ben, je cours pas, comme je laisse aller. Puis j'ai eu de la misère à le reprendre, cette façon rigide-là. Puis j'ai eu une rencontre avec ma nutritionniste. Puis au final, elle a dit, bon, ben, ça... Tu sais, les grands points, c'est ça de ton plan. C'est ça qui est important que tu respectes. Après, tu sais, puis au final, après, je connais c'est quoi une portion que j'ai besoin pour tel type de journée. Puis à l'œil, je suis meilleure maintenant aussi. Mais je pense que ça a été bon pour un moment, mais c'est pas viable de faire ça à long terme. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que j'échangeais justement avec ma nutritionniste ce matin, qui est une amie aussi, qui s'appelle Audrey, qu'on va sûrement recevoir sur le podcast, super performante aussi, puis elle court vraiment vite, puis elle a vraiment des bons temps. Puis, tu sais, elle me disait genre... à quel point elle aussi était exigeante envers elle-même. Puis comme, tu sais, on se met des objectifs des fois comme, ah oui, on est capable de... For recover, bon, mais parfait. Alors, je vais faire mon journaling, je vais boire mes 3 litres d'eau. Plus, ça devient quasiment une charge de être en récupération. Ça devient quasiment une charge mentale de manger assez. Tu sais, des fois,
il y a comme there's so much we can do. Fait que je peux comprendre comme on veut des fois un petit peu tout contrôler, mais on peut pas non plus tout contrôler. Fait que c'est bon que ta nutritionniste ait travaillé avec toi pour comme établir les bases, que là, tu as les bons réflexes, puis que aussi peut-être changer ton intuition, mais genre influencer ton intuition, parce que, tu sais, si avant ton intuition te disait que ça, c'était assez, puis tu te sentais bien, mais là, maintenant, ben, OK, il y a peut-être une coupe de pot de yogourt de plus que ça, là. C'est ça. Mais c'était aussi, tu sais, j'aimais ça. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, c'est le même, mais tu sais, avoir faim pour comme manger ton repas. Puis ce que j'ai remarqué depuis que je travaillais avec elle, c'est que c'est rare que j'ai faim quand je mange. Je mange tout le temps, là. Je mange comme 3 repas, 3 collations. Fait que je pense que c'est correct. Puis il y avait eu un podcast, je pense que c'était avec Ben Boulanger, sur Epica, si je me trompe pas, qui disait justement, tu veux que ton appétit, ta satiété et tout soit plus je pense qu'il avait utilisé un long fleuve tranquille au lieu d'avoir des gros pics de comme j'ai très faim puis je suis complètement bourrée. Fait que je pense que c'est plus ça qu'on a reproduit avec le fait que je mange régulièrement puis il y a pas plus que 3-4 heures qui se passent sans que j'ai mangé. Fait que ça a été de changer ça un peu, de manger même si j'ai pas faim puis que je sens pas que ça gargouille dans mon ventre, mettons, là. Ah, c'est hot. Puis là, ben, on parlait de, tu sais, après ça, ton cycle menstruel, que ça l'a pris 1 an aussi avant qu'il revienne. Ben, en fait, est-ce que ça l'a pris 1 an avant qu'il revienne ou plus? Non, c'est ça. C'est quand j'ai eu ma fracture de stress, j'ai changé de stérilet, de type de stérilet. Après 1 an, j'ai enlevé le stérilet de cuivre. Je suis tombée comme sans aucune moyen contraceptif. Puis, ça, c'était en octobre environ 2024. Puis, par hasard, j'ai entendu parler de la clinique Elif. Oui. Puis, eux, dans le fond, je les ai contactés parce que ma mission, en fait, là, je reprenais l'entraînement plus sérieusement. J'ai eu, en fait, des ambitions un petit peu plus grandes avec la course à pied. Mais au final, je voulais être en santé d'abord avant de penser à faire des grosses performances. Puis là, mes menstruations étaient toujours pas revenues après 1 an. Donc, je les ai contactés. Puis, ils ont fait, dans le fond, plusieurs tests sanguins en fonction des informations que je leur ai données. Là, c'est vraiment bien fait. En fait, là, la première rencontre, tu vas avec une infirmière. Puis je pense que ça a duré comme 1h30. On a fait vraiment une grosse historique de autant mon côté santé, coureuse, etc. Puis ensuite, une fois qu'ils ont les résultats, tu rencontres le médecin, puis c'est lui qui fait un peu là, ton programme. Puis lui, je me rappelle quand il m'a appelé pour mes résultats de prise de sang au niveau hormones, je pense que j'ai pleuré, mais mon taux de progestérone et d'estrogène était équivalent à une femme ménopausée. Donc, au final, c'est pour ça que j'étais pas capable d'avoir encore mes menstruations parce que j'étais presque à 0. Là. C'est fou les dommages que j'ai faits sur ma santé féminine, en fait. Là. Donc, ça m'a vraiment marqué. Puis ça m'a aussi fait peur parce que c'est là que j'ai réalisé, bon, ben je commence à être meilleure à l'entraînement puis ça recommence à faire du sens ce que je fais. Sauf que je suis pas sortie encore de là de tout le déficit que j'ai eu et tout. Puis la rencontre, en fait, que j'ai eue avec le médecin, il me disait, tu sais, ça va falloir que tu fasses attention parce qu'en ce moment, ton corps est encore très, j'ai pas le bon mot, là, mais... Endommagé, genre? Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, tu peux pas faire trop d'intensité, trop de volume. Puis moi, je suis quelqu'un qui carbure à ça, le volume. Ouais. J'adore en faire. Mon corps, en principe, réagit bien si je l'alimente bien. Donc, ça m'a comme un peu freiné sur mon élan que comme là, je commençais à faire des bons entraînements. Puis en parallèle, dans le fond, il m'a dit, bon, ben on va commencer un traitement d'hormonothérapie. Donc, j'avais des hormones, en fait, là, estrogène, progestérone, que j'ai commencé. Quand il m'a appelé, c'est drôle, j'étais en camp d'entraînement en Arizona, aux États-Unis. Puis là, on essayait de manigancer un moyen que je commence le plus tôt possible mes hormones, sauf que tu peux pas juste envoyer des hormones comme par, genre, colis aux États-Unis. Il aurait fallu que j'aie un partenaire d'entraînement qui n'était pas déjà au camp qui les amène pour moi. Ouais. C'était pas le cas. Donc, il a fallu que j'attende, en fait, que je revienne d'Arizona pour pouvoir commencer mon traitement. C'est comment prendre des hormones? C'est des pilules? C'est quoi? Je sais. C'est peut-être vraiment niaiseux comme question, mais j'ai jamais... C'est la première fois que j'en entends parler. Même aussi, en fait. Fait que c'est une très bonne question. Il existe plusieurs formes. De mon côté, la progestérone est en pilule, puis l'estrogène, c'est une patch que je change aux 3 jours et demi, en fait. OK.
Fait que j'ai commencé ça en février. Le premier jour que j'ai atterri le soir, le lendemain, j'étais à la pharmacie. Ah, t'étais prête, Puis là. j'allais chercher mes hormones. La beauté qui me dit c'est sûr, ça prend un moment d'adaptation, mais ça devrait aider au niveau énergie et tout. Fait que, ça me dit en même temps, j'étais comme, ça va être cool pour l'entraînement. Ah, je vais être full bonne. Ouais, je vais être full forte. Finalement, je suis pas sûre que j'ai vu une différence. Là. Est-ce que c'est des drogues légales, les hormones? Oui. Bon, merveilleux. Ah, mais pour vrai, Jean-Philippe, qui est le médecin qui m'accompagne là-dedans, a été super aussi à ce niveau-là parce que on est allé sur le site, ça s'appelle DRO Global. C'est tout, dans le fond, quand tu prends un médicament, tu peux aller vérifier en tant qu'athlète si c'est permis à l'entraînement et ou en compétition. Puis dans les deux cas, c'était permis pour les deux. Mais Jean-Philippe a même appelé le centre, dans le fond, d'antidoping qui est à Montréal, si je me trompe pas, pour s'assurer, en fait, que la prescription qu'il me faisait était permise. Il est tellement incroyable. Là. Oui. Mais je l'ai consulté aussi pour d'autres points, là, puis j'adhère à tout ce que tu dis. C'est une personne incroyable, puis tellement... c'est quand même dur mentalement aussi, les choses qui vient te dire, là. Oui. Fait que ça prend un certain doigté, puis que tu te sentes aussi justement supporté d'un point de vue athlète, que comme, hey, est-ce que tu m'embarques dans ce... Juste que la gentillesse de dire, OK, on va attendre à ce que tu reviennes d'Arizona, continue ton camp d'entraînement. Quand tu vas revenir d'Arizona, on va le commencer. Puis je vais faire les démarches pour m'assurer que ça n'ait pas de répercussions, admettons, sur... que tu puisses continuer de performer, là, tu sais. Fait que, wow. Puis, OK, continue, je suis... Fait que j'ai commencé ça. Puis, dans le fond, je ris parce que je pense je commençais une nouvelle relation un peu en même temps. Puis, j'étais quelqu'un de très calme avant et très neutre dans mes émotions, dans le sens que j'étais pas... Puis là, j'ai vécu, c'est quoi, mettons, je veux pas dire être une femme, là, mais... Oh my God, oui! J'avais le goût des fois de me battre pour aucune raison. J'étais fâchée pour aucune raison. Et puis, des fois, j'étais genre, voyons donc. Puis là, c'est là que j'ai comme vu, bon, ben, c'est ça. C'est ça, avoir des hormones. Oui, c'est ça. Oh my God, j'adore ça! Oui. Wow! Puis là, il est encore là à ce jour, la relation. Bon, il est passé au travers du pire. C'est bon. Pour vrai, il a été bon parce que, honnêtement, des fois, je me reconnaissais même pas dans mes réactions ou dans mes comme, frustrations. Mais moi, après coup, j'étais comme, mais pourquoi t'es fâchée de même? Genre, est-ce que tu pleurais des fois? Tu sais, avoir envie de pleurer? Comme... Non, moi, c'était plus la frustration. Ça a sorti comme ça, plus que des pleurs. Je sais pas si c'est différents types d'émotions ou je sais pas trop, là. Je sais pas trop. Il y a beaucoup de flou à travers ces hormones-là. On sait pas trop comment on est supposé les gérer, les canaliser. C'est comme, va courir 50 kilos, là, tu vas te calmer. Non, c'est pas vrai. Voilà. Mais, OK, ouais, fait que... Puis, ça veut dire qu'éventuellement, t'as eu tes règles, j'imagine? Oui. Dans ce processus-là? Oui. Fait que là, j'ai commencé les hormones en février cette année. Puis, en même temps, je faisais mon build-up pour le marathon de Prague qui était début mai. Fait que c'est sûr que la charge d'entraînement était quand même élevée. Puis, j'ai pas eu de saignement, en fait, pas eu de menstruation pendant tout mon build-up. Mais en même temps, je veux dire, le temps que les hormones fassent effet, c'était pas instantané. Puis, ce qui est intéressant, est-ce que c'est tout? Je sais pas, mais j'ai eu mes premières menstruations 1 semaine et demie après le marathon. Donc, après avoir pris un off. OK, j'ai laissé du repos à mon corps. Il y avait probablement moins de stress aussi mental de comme compétitionner à nouveau sur le marathon. Mais oui, ça a pris mars, avril, mai. Ça a pris 3 mois, en fait. C'est fou. Ça a dû être quand même spécial, genre le moment que tu as réalisé que tu avais tes règles. Je pense que j'ai sauté de joie. Il y a personne qui fait cette réaction-là habituellement, là, mais... Mais comme peut-être quand t'es une petite fille, genre, pis c'est tes premières règles, je sais pas, mais... Ouais. Ah, wow! Ouais, fait que là, ça a été justement là, d'apprendre, tu sais, dans le fond, j'ai eu les menstruations, d'apprendre aussi, il y a comme un processus spécial avec les hormones aussi, là, dans le fond, c'est que ce qu'on veut faire avec la supplémentation d'hormones, c'est de recréer, dans le fond, les cycles d'hormones. Fait que on part sur... Quand j'avais pas, dans le fond, dès que je repars à zéro. Avant que j'aie mes premières menstruations, en fait, je prenais en continu une pilule de progestérone, puis je changeais aux 3 jours et demi ma patch d'estrogène. Là, en fait, parce qu'on savait pas c'était quoi mon cycle, on savait pas il était quand, puis combien de jours, etc. Quand j'ai eu mes premières menstruations, ben là, on a dit, OK, on est jour 1 du cycle.
Puis là, dans le fond, ce qu'on veut faire avec les hormones, c'est de recréer, en fait, les flux puis les changements d'hormones durant le cycle. Fait que les 15 premiers jours, dans le fond du cycle, je prends une pilule de progestérone, puis au jour 15, dans le fond, je double. Fait que ce qui arrive dans le cycle de la femme, c'est que tu as un pic de progestérone à ton jour 15 environ, qui est ton jour d'ovulation. Ouais. Puis là, ensuite, je prends 2 fois de la progestérone jusqu'à temps que je tombe dans ma semaine. Puis là, à partir de là, dans le fond, pendant 3 jours, j'arrête les hormones. OK. Puis c'est à ce moment-là, en fait, que les hormones sont plus bas. Ouais. Fait que, c'est quand même du travail mental là, à être sûr que tu respectes tout ça. Puis. Oui, ben j'ai l'application avec la Oura Ring. Dans le fond, je le note là-dedans. Fait que ça me permet de mieux suivre, en fait, là, je sais à quel jour. Puis avec mon sel, je me mets des alarmes. OK, là, maintenant, il faut que je prenne 2 fois. Puis 3 jours et demi, c'est quand même... c'est une fois le matin, une fois le soir pendant ta semaine. Là, fait que c'est juste de le calculer. Y a-t-il des effets secondaires? Oui, il y en a plusieurs. Je les connais pas toutes par cœur. De mon côté, au début, mes seins étaient vraiment sensibles. Ça aussi, c'était quelque chose que j'avais jamais vécu avant, honnêtement, de mon côté. Fait que ça, au point qu'on a failli diminuer la dose. Parce que il faut que ça reste confortable aussi, là. Fait que ça a pris peut-être 1 mois, puis ça s'était réglé après. Okay. Sinon, ça peut être... c'est sûr que le niveau d'énergie va augmenter plus tes hormones sont élevées. Puis il y a d'autres symptômes que j'ai oubliés. Mais si tu les as pas eu, nécessairement, tant mieux. Là, Ouais. On demandera à un docteur, on demandera à Jean-Philippe de faire la liste des side effects, là, mais en même temps, tant mieux si toi, ça s'est limité à ça. Là. Ouais. Puis, fait que là, quand tu as eu tes règles, est-ce que tu t'es dit, OK, I'm back to normal, puis je peux comme m'entraîner de plus en plus, je peux performer? Ça a été quoi, mettons, le premier réflexe, puis l'adaptation au programme? Oui. Ben, en fait, ce qui est le fun, c'est que quand j'ai eu mes menstruations, ça tombait aussi sur le suivi de 3 mois avec la clinique. Okay. Donc, j'avais une nouvelle prise de sang pour voir un peu le niveau de mes hormones après 3 mois. Puis, en fait, je suis retournée dans des valeurs normales. Donc, ça aussi, ça m'a comme réconfortée. J'avais mes menstruations, j'avais des valeurs normales d'hormones. Fait que j'étais, en principe, en santé. Ouais. Donc, oui, c'est sûr que mon réflexe a été, OK, bon, là, ça, c'est réglé. Fait que je peux vraiment, comme, dans le fond, m'entraîner comme je le désire ambitieuse, aussi. Mettons, dans tes objectifs. Ouais. C'est tout ça qui s'est passé? Ben, c'est ça. Dans le fond, là, j'ai fait le marathon de Prague, puis avec mon entraîneur, on a décidé de faire une saison de piste pour l'été, pour travailler ma vitesse, faire différent. Puis la Fédération d'athlétisme du Québec, comment ça fonctionne pour être nommé élite, il y a des critères de performance, mais il y a aussi un critère que tu dois participer à un championnat canadien. Puis celui que moi j'ai choisi, qui faisait le plus de sens dans mon calendrier, c'est le 5000 mètres, qui était fin juillet. Okay. Donc, en préparation aux 5000 mètres, j'ai fait 2 autres courses de piste, un 3000 mètres à Vancouver, puis un 1500 mètres sur la piste de Québec, étant donné que c'était à la maison, parce que maintenant j'habite à Québec. Et honnêtement, j'en riais quasiment avant. J'ai comme la marathonienne sur la ligne de départ. Parce que déjà, 5 kilos, c'est quand même genre vraiment rapide. 1500. Ouais. Oh là là. C'est drôle parce que cet été, je disais que je pratiquais ma vitesse, puis tous mes partenaires d'entraînement, ils font tout plus court que moi en compétition, fait qu'ils riaient de moi. T'es comme, tu fais pas de la vitesse, là. Non, c'est ça, c'est du demi-fond, là. Ça. Je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, mais ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Okay. Fait que c'est ça. Dans le fond, j'ai commencé un peu ma saison de piste avec le retour de mes menstruations. Puis, ça s'est vraiment pas passé comme je pensais que ça allait se passer, puis comme j'espérais ça allait se passer, en fait. Par le passé, je peux compter sur les doigts d'une main les entraînements que j'ai pas réussi ou que j'ai eu des sensations au point que j'estimais que c'était pas un bon entraînement. J'ai toujours été en contrôle dans mes séances, j'ai toujours réussi mes entraînements, même quand j'ai travaillé avec l'entraîneur qui me donnait des entraînements plus intenses. Là, cet été, honnêtement, au début de l'été... je me rappelle une séance que j'avais à faire. J'avais 8 fois 1000 mètres sur la piste. Puis, il fallait que je commence à pace 10, puis je descende à pace 5. Puis, j'ai bloqué en plein milieu. J'étais plus capable d'accélérer. Puis, j'avais l'impression que mes jambes rentraient dans la piste. J'avais mon souffle, c'est comme si je venais de faire un 400 à fond. Là, comme... ouais. Puis, pourtant, j'étais pas dans des paces extrêmement difficiles pour moi, mais j'étais
j'avais l'impression que ça l'était. Puis au début, c'était dans mes premières séances. Puis là, j'étais comme, coudon, c'est bien difficile de retomber dans des entraînements plus courts, plus intenses. Puis finalement, je me suis mis à faire des recherches, puis j'ai regardé. Puis c'est là que j'ai appris, en fait, que... j'ai appris, je savais pas. Qu'il y a... Tout dépendant t'es où dans ton cycle menstruel, ben ça impacte beaucoup tes performances, puis ton niveau de récupération, ta fatigue, etc. Puis dans le fond, ce que j'ai appris, là, pas mal 2 semaines sur 4, ça va bien aller. Puis 2 semaines sur 4, c'est difficile à l'entraînement à cause des hormones puis du cycle menstruel. Donc, de savoir ça, ça m'a comme un peu rassurée. Puis j'ai comme, à partir de là, je me suis mis à faire un genre de journal pour être capable de suivre un peu mon cycle, mais aussi de noter un peu mes symptômes, puis de savoir un peu c'est quand les meilleurs moments pour faire des gros entraînements, puis d'autres moments que j'oublie un peu le chrono, puis je me dis, l'objectif de l'entraînement, c'est ça, puis même si je suis 5 secondes off par kilo, ça sera ça, puis le but de l'entraînement va quand même être accompli. C'est comme vraiment gros ce que tu viens de dire. Je sais pas si genre tu réalises. Est-ce que tu l'as déjà entendu? Tu sais, on l'entend peut-être de façon très, très, très générale, mais est-ce que tu as déjà connu des coachs qui travaillent avec le cycle menstruel des femmes pour faire leur plan d'entraînement puis pour les rassurer, tu sais, qui ont ces connaissances-là, mettons? Non, puis tu sais, même mon entraîneur, honnêtement, au début, je disais, j'ai pas eu un bon entraînement. Puis là, 2 jours après, je tombais dans ma semaine. Puis là, j'y écrivais, je suis comme, je viens de tomber dans ma semaine. Puis tu sais, tu vois qu'il est encore peut-être pas nécessairement à l'aise avec ça, mais il comprend, puis il accepte l'information, puis il est comme, OK, tu sais, il va de l'avant avec moi. Il travaille pas avec ça, nécessairement. Non, parce que lui, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'hommes, de gars, dans le fond, dans son équipe de haut niveau, mettons. Fait que je pense qu'il commence à comprendre que, comme, oui, ça a un impact et tout. Puis après, chaque femme est différente aussi, là. Tout à fait. Puis tu sais, je pense que de mon côté, c'est d'apprendre à gérer ces sensations-là. Aussi, des fois, ça fait peur quand t'es pas habitué de pas être en contrôle de ton entraînement, puis que tout d'un coup, t'es comme coudon, c'est plus dur que ce que je pensais. Il y a un côté mental aussi que j'ai réalisé d'avoir des... juste le mot anglais, expectations. Des attentes. Des attentes sur cet entraînement-là, tu le vois sur papier, tu te dis, je vais me sentir comme ça va bien aller, ou ça va être dur, etc. Puis quand ça va comme à l'inverse, ça te coupe les jambes un peu. Ouais. Fait que non, je pense juste que c'est vraiment important en tant qu'athlète d'en profiter dans ces 2 semaines-là, puis dans les 2 autres, de pas accorder trop d'importance au chrono, puis au temps, puis au pace, puis de juste comprendre c'est quoi le but de l'entraînement, puis de l'ajuster en conséquence. Puis est-ce que tu as fait des études un peu par rapport à justement ce cycle-là, puis tu as des conclusions, des théories, mettons, que tu appliques à toi depuis, mettons, c'est-tu juste 2 semaines, que c'est-tu comme ça que tu le calcules ou t'as poussé un petit peu plus loin encore? Ben là, je veux juste avoir un bémol sur ça. Cette information-là vient de ChatGPT. Fait que après, ça va être à confirmer. ChatGPT, bientôt, ça va être la plus grande source d'informations de toute façon. Si elle n'est pas déjà. Je suis rendue là dans mes affaires. Puis en fait, là, ce qu'il me dit, c'est que du jour 1, là, fait que quand tu tombes dans ta semaine, jusqu'au jour 5 environ, 4-5, le temps que tu es dans ta semaine, c'est mitigé sur comment ça peut aller à l'entraînement parce que ça dépend, as-tu des grosses crampes, est-ce que tu peux encore avoir un peu de fatigue, etc. Mm-hmm. Fait que c'est comme, est-ce que c'est le meilleur temps pour performer? Non. Ensuite, du jour 5-6 à environ 15, en principe, le jour 15, tu as vu là plus ou moins un jour. Fait que ces 10 jours-là, ça serait là le meilleur moment pour faire des gros entraînements. L'énergie est bonne, la récupération est bonne, tu dors bien. Fait que ça serait ça pendant cette période-là, en fait, là, que c'est le moment. Puis c'est un peu là que tu espères que ta compétition tombe aussi. Exact. Ensuite, jour 14 à 16, qui est comme autour de l'ovulation, ça dépend des femmes, mais il y en a qui peuvent se sentir extrêmement fortes. Puis ça peut être là les meilleures performances qui se font, mais il y en a d'autres que tu commences à comme aller vers ta hausse d'hormones, puis là, que tu as comme plus de fatigue, etc. Fait en fait, là, du jour 15 aux menstruations environ, c'est là que c'est difficile, puis que tu es plus fatigué. Que ça peut être aussi à faire attention à risque de blessure plus. Mm-hmm.
tu sais, la récupération est moins bonne, le sommeil est moins bon. Fait que c'est là aussi à faire attention. Là, les recommandations, c'est vraiment plus d'écouter son corps. Fait que c'est pas nécessairement une mauvaise chose si tu veux t'entraîner puis tu veux faire tes entraînements, mais d'être plus à l'écoute parce que justement, si ton corps t'envoie des signaux, c'est comme t'es écoutes un peu. On a un podcast qui est avec Ben Boulanger, justement, qui est venu comme décortiquer tout ce que la science disait sur le cycle menstruel, puis aussi l'impact sur l'entraînement, puis aussi l'alimentation autour de ça. J'ai tout appris du cycle menstruel, puis honnêtement, ça semble dire exactement ce que tu dis. Puis il disait, tu sais, il n'y a pas nécessairement... Ça, c'est comme de façon générale, mais en même temps... Je dis, mais tant qu'à ça, on fait des plans d'entraînement adaptés à ça. Tu sais, pourquoi comme on n'applique pas la formule de façon générale, mais tu sais, il disait que le symptôme, mais pas le symptôme, mais comme le remède, la solution proposée, ça demeure tout le temps d'être à l'écoute de soi parce que ça peut, les variations sont énormes d'une femme à l'autre. Donc, faut pas comme se sentir différente ou comme un échec si, admettons, toi, à telle phase, tu te sens plutôt fatigué que tu penses que tu devrais performer. C'est normal aussi. Puis d'autres femmes aussi, dernièrement, tombaient dans leurs règles. Ben, des amis à moi tombaient dans leurs règles la journée de leur course. Mais autant c'est comme difficile d'un point de vue logistique, mais d'un point de vue symptômes puis comme cycle, ça semble être quasiment un des meilleurs moments pour performer si j'en crois un peu ce que je lisais aussi. Peut-être pas le meilleur moment, là, mais... Ben, c'est mieux que, mettons, quelques jours avant. C'est ça, ça dépend encore là de chaque personne. Exactement. Mais en principe, t'aimes mieux, mettons, avoir ta course le jour 1 que tu tombes dans ta semaine que 3 jours avant. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Fait que... Puis moi, ça a été le cas. Toutes mes compétitions cet été étaient quelques jours avant que je tombe dans la semaine. Donc, rien... C'est pas pour tout expliquer et tout, mais... À chaque fois, si j'avais le même feeling, on dirait que j'avais beau vouloir mentalement être forte et tout, mon corps ne suivait pas et à un certain point, j'étais bloquée. Est-ce que tu penses que mentalement, ça peut te jouer dans la tête, que genre ça peut justifier que tu pousses moins parce que tu as une justification? Est-ce que tu penses que ça peut t'affecter comme ça ou non? Ben, peut-être un peu, mais en même temps, je suis encore en retour de menstruation, puis mon cycle n'est pas extrêmement régulier dans le sens que j'ai eu des 32 jours, j'ai même eu un 21 jours. Ça, j'étais comme, je peux pas, ça me semble que c'est cool. Ça reste en principe borderline normal et correct, mais c'est vraiment court. Fait que je me dis, si ça devient une régularité, un 21 jours, je trouve que c'est quand même, ça revient vite. Là. Mais j'ai eu des 35-40 aussi. Là. Ça a varié. Fait que, tu sais, je savais jamais exactement quand j'allais tomber dans ma semaine. Puis tu sais, après là, ce qui est intéressant, comme je te disais, mettons que le jour 15, c'est ton ovulation, mais que j'ai eu un cycle de 21 jours, est-ce que mon ovulation était vraiment le jour 15? Est-ce que ça a juste été quelques jours que c'était pas bien au niveau entraînement? C'est tout là, je le sais pas, tu sais. Est-ce que tu parles beaucoup de tout ça avec d'autres femmes? Je commence à en parler plus avec mes partenaires d'entraînement aussi. Je trouve ça intéressant parce que là, j'en apprends plus, puis je le vis aussi. Là, je peux relate à ça parce qu'avant, honnêtement, on dirait que c'est juste comme tout le temps pareil. Là, comme je me sentais bien, je me sentais énergique, puis ça allait bien. Tu sais. Là, un entraînement sur 3 cet été a du mal aller, minimum. Là. Puis mentalement, est-ce que tu te remets en doute, tu te remets en question dans ce temps-là ou tu arrives à... Oui. Surtout au début, là, j'arrive à relativiser plus parce que souvent, j'ai un mauvais entraînement. Tu sais, mettons, mardi, ça allait pas bien. Là, aujourd'hui, ça a bien été. Fait que, tu sais, je finis par me dire comme... Puis j'ai toujours prôné ça pour mes athlètes à moi. Rule of third. Fait qu'un tiers du temps, ça va super bien aller. Un tiers du temps, c'est correct. Puis un tiers du Alexis temps... Papas. Ouais. Fait que je trouve que c'est bien parce que c'est applicable dans la vie aussi. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Puis, mais je trouve ça bien que tu en parles de plus en plus. Puis, tu sais, si je peux partager aussi mon expérience personnelle, moi, malheureusement, j'ai pas mes règles parce que j'ai mon stérilet en ce moment, mais je le sais pas si je les ai peut-être aussi perdu mes règles. Fait que je suis aussi dans ce cheminement-là avec la clinique Elive, justement, pour venir voir, bon, qu'est-ce qu'il y a là derrière, là, parce que je ressens pas non plus les variations hormonales. Tu sais, je me rappelle avant, quand j'avais mes règles, que j'avais pas de stérilet, ben je pleurais quand même souvent, là, puis j'avais aussi un petit peu plus de up and down.
là, j'arrive quand même à avoir des bons up and down. Up and down. Je suis une personne avec beaucoup d'émotions. Puis plutôt intense, mais reste que, tu sais, c'est vraiment plus stable. C'est sûr que ça me fait peur là, d'aller dans cette zone-là puis d'aller faire les validations. Mais tu sais, j'ai le rêve d'un jour avoir une famille peut-être. Oui. Mais si je peux pas, genre, si ce que je fais en ce moment est en train de détruire mes années futures, Oui. mes chances d'avoir une famille, ben comme faut que je me pose des questions. Puis ça va au-delà de mon corps va avoir l'air de quoi, mes performances vont être quoi, puis mon entraînement va être quoi, tu sais. Fait que je trouve que je trouvais ça tellement pertinent, tu sais, qu'on décide d'en parler parce que ben à plusieurs égards, ça peut être vécu. Ça pas nécessairement, tu sais, c'est pas nécessairement des femmes athlètes à ton niveau non plus qui peuvent avoir ces symptômes-là d'aménorrhée, si on peut dire. Là. Je pense que avant le RED-S, c'est souvent de l'aménorrhée. Puis il faut un peu briser ces tabous-là. Puis savoir que c'est normal, ça va venir avec des moments de doute, des apprentissages sur soi. Oui. Puis, tu sais, que toi-même, tu as des moments d'insécurité puis de doute alors que tu es probablement une des meilleures marathoniennes au Québec et au Canada. Ben, c'est comme, oh, OK. Bon, tu sais. Ben, en tout cas, moi, c'est inconcevable dans ma tête. Je suis comme, si j'étais Elissa, je serais imbue de moi-même. non, c'est vrai. Mais, tu sais, fait que, en tout cas, merci vraiment de partager ça. Puis là, comment tu te sens? C'est quoi les apprentissages que tu en retires, mettons, puis comment tu regardes un peu le futur, ton futur athlétique avec tout ce bagage-là et cette sagesse-là? Ben, je pense qu'il y a aussi un avantage à avoir des mauvais entraînements au niveau pratique, mental, de difficulté. Parce que c'est sûr que quand tu as toujours des entraînements que tu te sens en contrôle, que ça va bien, puis que tu arrives en compétition, puis tu fais face à une adversité, ben on dirait que tu n'as pas les outils nécessairement pour gérer ça. Puis je trouve qu'en marathon, des fois, ça m'arrivait justement, bon, tu arrives à 34 km, puis là, ça commence à être plus difficile. Puis si tu n'as pas tant pratiqué cette difficulté-là, ben je trouve ça positif dans ce sens-là. Aussi, des fois, je me dis, bon, ben, comme, oublie ta montre, là, puis travaille ton mental, puis trouve-toi des trucs pour comment passer au travers de cette difficulté-là. Puis, je trouve vraiment que ça me permet d'apprendre sur moi-même aussi, puis de... Tu sais, je trouve ça cool aussi de pouvoir le suivre, puis de voir un peu c'est quoi les symptômes que j'ai aux jours qui sont différents dans le cycle, puis d'être capable de le relier à ma vie de tous les jours, mais aussi à l'entraînement. Je pense que c'est bien d'apprendre à se connaître aussi là, vraiment. En tant que femme. Est-ce que ça a des impacts sur ta faim, tes cravings, des choses comme ça, ou pas nécessairement? J'ai pas remarqué tant que ça. C'est vrai qu'il y a certaines phases dans le cycle que je pense que c'est avant que tu tombes dans ta semaine que tu peux avoir plus de craving. Je pense que oui. Fait que ça, je l'ai pas tant vécu pour être honnête. Est-ce que c'est mais c'est parce que tu manges aussi, peut-être? Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est niaiseux un peu comme question, là, parce que, ben, pas niaiseux, mais c'est juste que, tu sais, souvent, on pense que parce qu'on s'entraîne vraiment fort, on fait attention à ce qu'on mange, puis que c'est plus de la laitue, puis du thon en canne, puis des légumes, puis tout ça. Mais dans les faits, c'est comme quand on s'entraîne à ton niveau, surtout après ce que tu as vécu, puis comment que tu le regardes d'un point de vue intelligent, ben, tu t'alimentes en conséquence. Donc, les cravings, par défaut, viennent peut-être un peu moins parce que tu as déjà comblé ce qu'il fallait combler, ou du moins, tu te rapproches d'une ligne d'équilibre. Ouais. Okay. La seule chose que je remarque maintenant, c'est que souvent, quand justement, je suis peut-être en déficit calorique, je suis plus impatiente. Ah ouais. Je l'ai vécu récemment, là, puis là, j'avais fait une longue course, puis j'avais juste bu un mini lait au chocolat le temps que j'en dîne, mais là, finalement, j'étais pas chez moi, j'étais dans le fond avec les parents à mon chum, puis c'était comme plus long avant qu'on dîne, puis là, ça commençait à s'étirer le temps que j'avais fait mon entraînement, puis je commençais à crasher un peu au niveau énergie, puis je commençais à être impatiente, puis genre... Fait que c'est là que je réalise aussi que c'est important, justement, de s'alimenter, tu sais, suffisamment proche d'une grosse séance, justement, pour... autant pour récupérer, mais juste pour ton bien-être. Tu sais, j'étais pas bien dans cette situation-là, d'être comme impatiente, puis pas... Focusser aussi, là, admettons, tu sais, des fois, se concentrer, c'est quand même dur quand on a faim, puis que...
Mais des fois, on le sent pas nécessairement sur la fin qu'on a faim, mais Exact. comme il se passe, tu sais, il y a des petits messages qui nous sont envoyés. Puis ton conjoint, il est aussi athlète, hein, si je me trompe pas. Oui, ouais. Fait que, est-ce que vous entraînez pas mal ensemble, puis tout? Oui, ben cet été, j'ai eu la chance qu'il me rabite un peu sur la piste. Des fois, il faisait son entraînement, puis lui, c'était plus court que moi. Donc, il embarquait, puis il finissait ma séance. Puis, il a beaucoup d'expérience en rabide, justement, sur la piste. Fait que quand il te rabite, là, c'est très précis, puis c'est très... Tu sais, il est bon pour ça. Ah ouais. Fait que puis sinon, on jogue des fois ensemble. Mais c'est sûr que lui, c'est un coureur de 800 mètres. Donc, niveau sortie de jog Longue, pendant la ça va être semaine, différent. on est vraiment à l'opposé, là. Puis est-ce que tu vois des différences entre lui et ses teammates, mettons, comment ils abordent justement peut-être la nutrition, les entraînements, le plan, versus toi et peut-être d'autres femmes? Ben, c'est intéressant comme question parce qu'on a eu quelques, je peux dire des accrochages ou des mois qui étaient un peu intenses justement avec ça parce que c'est sûr que ça m'a beaucoup marqué puis il en est conscient, fait que j'apprécie un peu que comme il comprend de où ça vient, mettons des fois certaines réactions que j'ai. Mais tu sais, au début, je le voyais puis il mangeait très peu en début de journée, mettons. Puis nous, quand on s'entraîne avec le groupe, c'est tout le temps en fin de journée. Fait que il mangeait très peu de tout. Mettons, déjeuner, il mangeait très peu. Dîner, il mangeait comme moyen, mettons. Puis là, il faisait son entraînement. Puis après, le soir, là, c'était comme un ogre. Il mangeait tellement, mais je disais, c'est sûr, t'as fait un entraînement, mais aussi t'étais en déficit toute la journée. Puis on dirait que tu prenais ce dernier repas-là pour comme combler tout ton déficit calorique que t'étais dans la journée. Puis même chose, il y a comme des réflexes que c'est de bonne intention de mon côté parce que je l'ai vécu, mais avant d'avoir ma fracture de stress, je me réveillais à toutes les nuits à 4 heures du matin affamée. Puis ça, tu me demandais tantôt si j'avais eu d'autres symptômes que perdre, mettons, mes menstruations. Ça, je pense que c'est un gros signe que si tu te réveilles la nuit, c'est parce que tes besoins ne sont pas comblés. Mais lui, ça y arrive très souvent. C'est quand même triggering aussi quand toi, tu mets tant d'efforts à essayer de venir combler ça. Puis quand t'entends quelqu'un d'autre avoir, tu sais, qui dit qu'il a faim, t'es comme, mais mange parce que... C'est ça. Je veux juste, tu sais, qu'il lui sauver ce que moi j'ai vécu, puis il a eu son lot de blessures aussi, fait qu'il comprend ce que j'ai vécu et tout. Mais oui, des fois, t'es comme, tu sais, je voudrais juste épargner ça, là. Ouais, je comprends. Ben, tu sais, souvent, ben ça me fait beaucoup la même chose avec mon copain aussi, mais il est athlète dans un autre sport complètement, puis il est en flag, mais avant, ben, il est sur Team Canada de flag, fait que il s'entraîne quand même fort aussi, mais il y a des périodes où est-ce qu'il s'entraîne un peu moins, puis tout ça, puis là, il fait attention à ses carbs, puis il fait attention à ses trucs, puis il parle de le bide qu'il faut pas qu'il prenne, puis moi, là, je peux pas entendre ça parce que ça me trigger, là. Ou, tu sais, des fois, c'est surtout plus des hommes qui me disent, ben là, je performe pas actuellement, je suis pas proche de mon poids marathon, puis là, tu sais, je suis pas à mon poids de performance, puis je suis comme, c'est quoi, j'ai pas envie de l'entendre, là. Ça m'énerve d'entendre ça parce que je mets tellement d'efforts mentaux à me diriger vers une énergie positive. Qui valorise l'alimentation, qui valorise de bien s'alimenter pour pouvoir performer, récupérer, puis aimer notre sport. Ouais. Que des fois, entendre le discours inverse, c'est comme, OK. Ouais. Puis aussi, au même niveau, beaucoup de mes amies de filles qui commencent aussi dans le monde de la course ou dans le sport ont le réflexe justement de commencer à comme mieux manger. Et donc, moins manger des fois aussi. Ouais, ça devrait être l'inverse. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait l'inverse. Puis ils pensent que c'est plus santé. Fait que, tu sais, comme tout ce travail de conscientisation-là est important. Puis là, on court, puis ils sont comme, je sais pas pourquoi, là, mais je crache tout le temps en milieu d'entraînement. Puis je suis comme... Moi, je sais. Moi, je sais, puis que je te dise. Puis là, je donne une demi-barre. Puis là, c'est, j'en peux plus. Là, je suis comme, on faut s'entraîner à manger aussi en entraînement, oui, là, tu sais. C'est ça. Ouais. Non, je pense que c'est bien d'en parler, puis c'est ça, que ça devienne normal aussi, là, de s'alimenter plus que moins, puis, tu sais, des fois aussi, on regarde, le gars devrait manger plus que la fille, puis genre des trucs comme ça, mais au final, peut-être que c'est pas vrai, là. T'en penses quoi de ça? Dis-moi. Ben, tu sais, mettons,
Parce que mon chum, il s'est fait aussi faire un plan alimentaire par la même nutritionniste, puis elle marche par comme portion de glucides, portion de protéines, etc. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on regarde, mettons, un entraînement type de chacun, on a une journée d'intervalle, ben c'est sûr que ses besoins sont plus grands que les miens, ils pèsent plus. Puis, tu sais, je pense que c'est normal, mais après, au day-to-day, je reviens à mon intuition qui était pas bonne en tant qu'athlète marathonienne à 160 km par semaine, mais que quand c'est pas ça, je veux dire, je pense d'écouter ses signaux puis de pas juste baser son assiette sur « Ah, mon assiette devrait être plus petite que celle de mon chum. » 100%. Si t'as faim pour manger la même assiette que ton chum, vas-y. Ouais, puis des fois, elles sont plus grosses, nos assiettes aussi, parce qu'on a tu sais, je veux dire, une dépense énergétique plus grande, ou encore, notre cycle peut affecter aussi nos besoins énergétiques. L'autre chose, c'est en rétablissement aussi d'une fracture de stress, bien, faut pas juste penser à qu'est-ce que tu dépenses au day-to-day, c'est que tu as un bagage. Là, ton corps, il doit se reconstruire là, d'une certaine manière. Puis ça, c'est comme de l'énergie un peu genre cachée que ton corps te dit pas qu'il y a de besoin. Ouais. Genre sur ta montre, t'as pas brûlé ces calories-là, mais dans les faits, ils dépensent l'énergie, là, tu sais. Aussi, un autre point, je pense, c'est que mentalement, des fois, on oublie on oublie souvent la charge mentale, du stress mental aussi, ça gruge de l'énergie. Oui. Puis des journées stressantes émotionnellement, ben peut-être qu'on va avoir plus faim aussi, puis c'est correct de s'écouter, là. Fait que... Puis là, c'est quoi qui est next pour toi, pour la suite? Dans le fond, je commence ma préparation pour le marathon de Valence. Fait que là, c'est le retour au marathon. Ça fait combien de temps que t'en as couru un? Ben là, c'est ça, j'ai fait Prague en mai. Ah, OK, ouais. Mais avant ça, c'était janvier 2023. Wow, c'est fou. Puis Prague, ça s'était quand même bien passé aussi? Oui. Ben, oui. J'avais eu une préparation, si je peux dire, pas parfaite, là, mais dans le sens que comme tout s'est bien passé, j'avais pas eu de bobo, j'avais tout bien fait mes entraînements, etc. Puis je suis arrivée là, j'ai beaucoup aimé mon mindset le matin de la course parce que dans les derniers marathons que j'avais fait, ben c'est sûr que je commençais à considérer Brésil 2h30, puis je me dis, j'accordais beaucoup d'importance au temps final, au pace que je devais faire, autant en jour de compétition, mais aussi à l'entraînement. Je me dis, bon, mais si tu veux courir 2h30, mais c'est 3,33 10 kilos, puis quand c'est du pace marathon, mais il faut que ça soit 3,33, tu sais. Ouais, wow. Fait qu'il faut... Un faible niveau d'exigence envers toi. C'est ça, tu sais. J'avais pas de jeu, là. C'était vraiment ça. Donc, là, j'avais fait ma préparation avec un nouvel entraîneur, avec des nouvelles méthodes d'entraînement. Fait que c'était dur de comparer aussi. Ah, ben avant, je faisais ça, puis j'ai fait tel temps au marathon. Puis là, je pouvais pas comparer mes préparations, ce qui était le fun, parce que je pouvais pas me dire, bon, ben j'ai fait ça, fait que je devrais faire ça, mettons. Puis un travail que j'ai fait beaucoup avec ma préparatrice mentale, c'était quand j'arrive sur une ligne de départ, de me dire, par exemple, mon PB est à Ottawa, de dire, je ne suis pas à Ottawa. Ça sera pas une course comme à Ottawa. Il va y avoir des choses différentes, des sensations différentes dans mon corps, puis une préparation qui a été différente aussi. Fait que c'est normal. Tu sais, des fois, on a des attentes de vouloir reproduire une course qui s'est bien passée, mais ça sera jamais le cas, là. Non, c'est sûr. Fait que j'étais arrivée à Prague curieuse. C'était vraiment le mot que j'avais, puis que je me répétais aussi pendant la course, comme be curious, puis de comme qu'est-ce qui va se passer, puis qu'est-ce que tu peux faire. J'avais choisi Prague dans l'optique de essayer de me classer pour les championnats du monde de cette année, mais sans que ça soit l'objectif ultime, dans le sens que si j'étais rendue là, si j'arrivais à le faire, tant mieux. Mais sans que ça soit comme... C'est ça mon seul objectif de l'année. Fait que j'avais choisi Prague parce que je voulais un parcours rapide. Sauf que ce que j'avais comme pas vu ou compris, c'est qu'il y a peut-être 20% du parcours qui c'est sur du pavé. L'Europe, qui est comme vraiment instable. Fait que ça, j'ai trouvé ça difficile au niveau stabilité. Musculairement, j'ai tombé fatiguée plus rapidement que d'habitude dans un marathon. Là, après, est-ce que c'est aussi le fait que je courais moins de kilomètres? Fait que musculairement, j'étais moins préparée. Il y a peut-être ça aussi, mais j'ai trouvé ça difficile de courir sur du pavé.
Puis, il n'y avait pas des gros pelotons. À 21 km, j'étais tout seul. Je suis tombée vent de face pendant 14 km. Quand même, hein? Wow. Fait que la portion plus dure du marathon aussi. Puis, à 21, j'étais tout seul. À 22, j'ai rattrapé un gars. Puis, il s'est mis derrière moi. Puis, il m'a jamais aidé. Oh mon Dieu. Ça a pris jusqu'à 30. Fait que de 22 à 30, il était caché derrière moi. Mais voyons donc. Si as-tu dit? Oui, à 3 reprises, j'ai fait des signes pour qu'il passe. Puis dans ma tête, c'est comme, je veux pas que tu fasses tout le travail, mais je me dis, si on fait 1 kilomètre chaque, on va aller plus vite. Là. Ouais. Puis à 30 km, peut-être que là, lui, il était déjà à côté, puis il se voyait pas l'idée. Mais à 30 km, peut-être qu'il y a eu un meilleur comme sensation, il a pris le lead. Fait que j'ai dit, OK, bon, là, on a quelqu'un qui va m'aider. Fait que là, après, on s'est alterné environ 2 km chaque. Puis là, on a rejoint 2 autres gars, puis on était un peloton. Mais ça n'a pas été long que les gars, ils se sont pas mis à travailler. Puis c'est moi qui prenais le lead souvent parce que ça ralentissait quand il y avait d'autres mondes en avant. Ah ouais. Fait qu'au final, j'ai trouvé que le parcours était vraiment pas optimal niveau performance. Mais pour être à 3 minutes de mon PB, c'était ma 3e meilleure performance à vie, ce qui était comme pas négligeable en retour de blessure comme j'ai eu. C'est extraordinaire, là. Donc, j'étais fière, mais je me dis, tu sais, mettons que j'aurais eu... Puis, en même temps, je me dis, mettons j'aurais eu des meilleures conditions, mais en même temps, est-ce qu'il va vraiment avoir une journée que tu vas avoir des conditions parfaites? Pas nécessairement. Mais c'est juste, je pense pas que ça arrive à toutes les courses, mais ça va arriver probablement une course que tu veux dire, wow, une course parfaite. Exactement. Mais ça peut effectivement pas arriver à toutes les courses. Non, c'est sûr. Wow, OK, quand même. Fait que t'es quand même fière de cette course-là. Oui, parce que à la ligne de départ, j'étais pas stressée. Je faisais confiance à ce que j'avais fait. Puis je me disais, ça va donner le temps que ça va donner. Bravo pour vrai d'avoir le courage aussi de te relancer parce que, tu sais, ça doit quand même être dur après avoir arrêté pendant un certain temps puis comme repartir la machine dans un... Oui. Ben, c'est un peu pour ça que je fais du triathlon l'été passé parce que au début, j'avais peur de comparer ma forme que j'avais présente à celle que j'avais avant ma blessure. Puis je pense pas que j'étais prête mentalement à accepter le fait que j'avais pris un step back. Puis ça a pris, c'est ça, un genre de 8-9 mois pour me dire, OK, je suis prête, je me relance, puis on verra si je suis capable de reprendre la forme que j'ai été capable d'atteindre. Parce qu'au début, je le voyais comme, ça m'a pris comme 6 ans, mettons, à atteindre cette forme-là. Fait que comment je peux le faire en peu de temps? Ouais. Mais honnêtement, le corps est... Il se souvient, hein? C'est incroyable. Ouais. Je suis revenue à l'entraînement, puis rapidement, j'ai refait des temps à l'entraînement comme j'étais capable de le faire avant, là. C'est drôle parce que je pense qu'on entend souvent, tu sais, comme des gens performer du jour au lendemain, tu sais, donner une énorme performance. Puis là, les gens pensent que c'est arrivé du jour au lendemain. Puis c'est quoi ton dernier bloc d'entraînement qui a fait que t'es rendu là? Puis t'es comme, ben, c'est les 12 dernières années. Là. C'est les 12 dernières années qui ont finalement capitalisé. Là. C'est là, le principe financier. Ouais, non, c'est ça. Mais il y avait une coureuse américaine, son nom c'est Kira D'Amato. Puis, elle, dans le fond, elle a fait comme 3 marathons qu'elle courait autour de, mettons, 2h32, 2h31, 2h30. Puis, à chaque fois qu'elle partait son marathon, elle se disait, mes entraînements, puis je crois que je peux courir 2h20. Mais à chaque fois, elle concrétisait pas ça. Puis, le 4e, si je me trompe pas, elle a fait comme 2h18. Ah, c'est fou. Fait que ça revient un peu à ce que tu dis, comme elle avait juste pas des bonnes journées, elle pouvait pas concrétiser ce qu'elle était capable de faire, mais elle continuait aussi à s'entraîner en croyant qu'elle pouvait courir 2h20 et non en disant je cours 2h32, mettons. Fait que ça prend juste des fois comme toute sa ligne puis que tu fasses confiance aussi à... Fait que là, c'est ça que tu fais en ce moment, faire confiance au processus en abordant ton nouveau bloc d'entraînement pour Marathon de Valence. Oui. Puis j'avais commencé ça avec Prague aussi. Je me suis comme, tu sais, la comptable en moi, là, je me suis comme créé un fichier Excel. Puis je suivais un peu parce que j'étais vraiment pas bonne avec ça avant, mon alimentation pendant l'entraînement. Puis j'avais beaucoup de la misère à le faire parce que souvent c'était des échecs. Là. Je finissais à la toilette ou genre j'avais des crampes. Fait que là, avec ma nutritionniste, on est parti plus bas. Puis on a dit, OK, on augmente de 5 grammes par heure quand ça va bien. Puis je me suis rendue... Sans intensité, je me suis rendue à 95 grammes à l'heure au printemps, puis avec intensité 70. Okay. Donc, je vais essayer de refaire ça, puis peut-être monter un peu avec intensité pour qu'après, tu sais, au marathon, moi, j'ai toujours fait un genre de 85% de ce qui passait bien à l'entraînement pour comme le stress de la course, puis etc. Mais ça, pour vrai, je le pratique peut-être 3 fois semaine. J'ai tout le temps mes gestes sur moi. Là. C'est lesquels que tu prends? Je suis avec Brix. Dans le fond...
Ça, c'est aussi, là, ben ça a été avant ma... oui, non. Oui, avant ma blessure, parce que j'avais de la misère justement à m'alimenter en courant. Puis j'ai fait des tests, là, j'ai pris plein de marques, puis j'ai testé plein d'affaires. Puis au final, le goût, la texture, puis aussi un peu l'entreprise, c'est une entreprise québécoise, des produits naturels. J'ai choisi Brix, puis c'est ce qui passe bien pour moi. Ça reste que c'est très sucré, mais quand tu le pratiques, je trouve que ça passe de mieux en mieux, mettons. Ouais. Mais c'est chacun ses goûts, là, Mhm. aussi. Puis, tu sais, peut-être qu'il y a des moments dans ta vie que tu as envie d'un autre type de gel Mhm. aussi, pour whichever reason. C'est des choses Oui. qui arrivent, là. Mais je pense que, ben, on finit par prendre goût, peut-être, Oui. au gel. Oui, c'est un Ouais, réconfort aussi, là, une fois que ouais, tu le connais, puis tu sais ouais, comment ça passe, puis comment tu ouais. réagis. Puis tu sais, chaque marque, souvent, a plusieurs saveurs, fait que ça te permet aussi de, des fois, changer un peu le goût, là. Hmm. Wow, mais c'est hot, c'est vraiment excitant. Puis s'il y a une chose que tu as envie de partager un peu avec, ben, tu as partagé tellement de leçons de sagesse depuis le début du podcast, mais je vois le temps qui arrive, qui avance, fait que je me dis qu'on va laisser les gens mijoter sur tout ça, mais quelque chose que tu as envie de laisser à tout le monde pour terminer. Ben, ce que j'aime dire à mes athlètes, c'est d'être doux avec eux-mêmes aussi. Des fois, un peu, tantôt, j'ai entendu me dire comme t'as des grosses attentes, puis tout, puis à tous les niveaux, on est un peu comme ça, puis on veut tellement, ça nous tient tellement à cœur quand on se crée beaucoup de pression, d'attente dans nos entraînements, dans nos compétitions. Mais au final, c'est correct qu'il y ait une mauvaise journée, c'est correct qu'il y ait une mauvaise course, c'est correct qu'il y ait un mauvais entraînement. Puis de juste aimer ce qu'on fait au day-to-day, après, le reste va suivre, puis Mm. les performances vont suivre si on a du plaisir, puis que ça passe aussi un peu par l'alimentation. Si Mm. tu as l'énergie pour faire ton entraînement, ben après, tu as un bon entraînement, puis tu es heureux. Ah, c'est tellement bien dit pour vrai. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Elissa. Ça fait Puis on va plaisir. te suivre à Valence. Merci. On a hâte de te voir aller. OK. Merci.